Voilà, donc ici je vais à partir d'un mouvement vibratoire, euh, plutôt d'un mouvement circulaire uniforme, à partir d'un mouvement circulaire uniforme, je vais essayer de le tenter de le montrer sous forme d'un mouvement vibratoire sinusoïdal. Donc il y a bien une analogie entre entre, si vous voulez, les caractéristiques d'un MCU et d'un mouvement vibratoire sinusoïdal. Alors, comment peut-on faire, je veux dire, le lien entre les deux? Mais tout d'abord, il faut partir du MCU, puisque je vais débuter du MCU pour aller vers. Je peux faire l'inverse, hein, du moment vibratoire sinusoïdal, aller avoir une écriture sous forme voilà, de variable en MCU. Mais si je veux faire l'inverse, je vais faire du MCU vers le mouvement vibratoire sinusoïdal. Alors, pour ça, je dois prendre donc un cercle, comme j'ai toujours dit, bon, puisqu'on a un mouvement qui est circulaire, hein, un mouvement circulaire avec un système d'axes euh, centré au centre du cercle que je vais appeler C, avec bien sûr des vecteurs de base UX. Bon, je vais prendre le rayon du cercle, tout le rayon du cercle pour vecteur de base, hein, c'est pas un problème. Ou alors non, ça va gérer un D. Je prends un vecteur UX comme ceci, et un vecteur UY, pour autant que UX et UY aient la même norme. De manière à dire qu'on a un vecteur, enfin, un système orthonormé. Plutôt, plutôt normé. Hein, si j'ai les mêmes échelles en X et Y, il est normé. Si j'ai en plus un angle droit, ben, il est orthogonal. Et donc on aura un système là, si on a l'ensemble, de vecteurs normés, c'est-à-dire de même échelle, que sont les vecteurs de base UX et UY, et une perpendicularité, ben, j'aurai un système orthonormé. Et ça veut dire que mon origine sera ici. Mon origine, mon mobile, au temps t égale 0, sera considéré, je veux dire, ici, sur l'axe des x. Là, c'est l'axe des x, et là, c'est l'axe des y. Voilà. Alors, le point va décrire une trajectoire circulaire, donc tout le long d'un cercle. Tout le long d'un cercle. Et ce mouvement circulaire sera de type uniforme et non pas accéléré. Donc ça veut dire qu'on aura une vitesse angulaire qui sera, si vous voulez, constante. Puisque le propre du MCU, c'est que la vitesse circonférentielle ou angulaire, je rappelle que la vitesse circonférentielle, angulaire, c'est 2π sur t, ou encore 2π fois f, parce qu'on sait bien que la période, c'est l'inverse de la fréquence, donc c'est 2πf. Oméga vaut 2πf, qui est constant. Puisque la période de révolution est constante, puisqu'on a affaire à un MCU. La période de révolution, c'est le nombre de tours, c'est en un tour, combien de secondes elle fait en un tour. C'est-à-dire, c'est le temps nécessaire pour faire un tour, si vous voulez, et la période est donnée en secondes. Alors que la fréquence, je rappelle que la fréquence, c'est le nombre de cycles à la seconde. Hein. C'est le nombre de cycles par seconde. Voilà. Alors que la période de révolution, c'est pour un cycle. Combien de secondes on a pour un cycle? C'est pas la même chose, c'est inverse. J'ai prouvé que c'était inverse pour la raison pourquoi c'était inverse. Voilà, donc ici, on a une vitesse angulaire constante. Donc, fatalement, on aura. J'ai bien dit que la vitesse angulaire est indépendante du rayon. Par contre, la vitesse circonférentielle est dépendante du rayon. Là, il suffit juste de faire fois R. Et de pi sur t, vous comprendrez que c'est oméga R. Voilà. Bon, donc la vitesse circonférentielle est constante, hein, ceci c'est constant, puisque oméga est constant et le rayon est constant, mais la vitesse circonférentielle est constante. Et oméga en radians par seconde est aussi constant parce il parcourt des espaces égaux en des intervalles de temps égaux. Donc il parcourt des intervalles d'espace égaux en des intervalles de temps égaux. Donc en fait on peut dire que là, oméga en radians par seconde est constant.
Mais oméga, c'est aussi la vitesse proposée en radians pour un tour. C'est pour ça qu'on a 2π sur t. C'est la vitesse pour un tour. Si on a la vitesse angulaire pour un tour, ben, elle sera valable pour 2 tours, pour 3 tours, pour 4 tours, pour 5 tours. Elle sera valable pour un nombre de tours quelconque, puisque en fait la vitesse angulaire est toujours constante. C'est ça, juste une règle de proportion pour maintenir cette constante, tout simplement ici. Bon, alors maintenant, je vais décomposer ce cercle en différents points, mais pas n'importe comment. Je vais diviser en ici, donc le point va débuter en 0 radian, 0 radian, pour revenir à 2π. Donc, il faut que je crée, pour avoir un mouvement vibratoire sinusoïdal, voilà, je vais avoir aussi un axe X et Y, où l'axe de X n'est pas le X, justement. N'est pas le X. C'est une variable de temps. Donc, je vais déplacer le phénomène. Pour avoir ce phénomène vibratoire sinusoïdal, il me faut une notion, si vous voulez, temporelle. Donc, j'ai bien une variable numérique. C'est une variable numérique. Je vais transformer ceci en une variable numérique dépendante, si vous voulez, du temps. Donc, on n'est plus par rapport voilà, à x et y, mais par rapport, si vous voulez, à une variable temporelle. Donc, dans le MCU, est-ce que j'ai une notion de temps? Bien sûr que oui, mais oméga vaut combien? 2π sur t, où t est en secondes, mais t est une constante qui est la période de révolution. Alors que là, c'est non, là c'est une décomposition dans le temps du phénomène du MCU. Pour obtenir sa décomposition dans le temps du MCU va donner un mouvement vibratoire sinusoïdal. Vous allez le voir tout de suite. Alors pour ça, il faut que je décompose tout d'abord ceci. Donc là, j'ai 90 degrés, ce qui fait, comme je suis en radian, c'est pi demi. Là, pi. Là, 3 pi demi. Et là, 4 pi demi, ce qui fait 2 pi. Voilà. Bon, mais là, si je divise pi demi en 2, là, je serai en pi sur 4. Alors, pi sur 4. Là, à côté de pi sur 4, j'ai 30 degrés, c'est pi sur 6. Là, je vais prendre 60 degrés qui est pi sur 3. Ensuite, je vais prendre la même chose ici. Là. Là. La même chose ici. Là-bas. Celui-ci va se retrouver ici. Celui-là va se retrouver ici. Celui-là là-bas. Et enfin, celui-ci ici. Voilà, donc j'aurai les différents angles ici. Et vous comprendrez c'est quoi ces angles-là. Ces angles-là, c'est, si je devais le mettre en degrés, c'est 0, 30, 45, 60, 90. Là, 90 plus 30, 120, 120, 100, 90 plus 45, 135, 180 moins 30, 150, là on aurait 150, 180 plus 30, 210, 210, 180 plus 45, 225, 180 plus 60, 240, là on aurait 270, plus 30, 300, 270 plus 45, 315, et 360 moins 30, là on aurait 330. Voilà, ce serait tous les angles en degrés, la décomposition. Bon, là on a pi sur 4, 2 pi sur 4,
3pi sur 4. 3pi sur 4, 4pi, 4pi sur 4, 5pi sur 4, 6pi sur 4 et 7pi sur 4. Et là, on a 8pi sur 4 qui fait 2pi. Là, on a pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6, qui fait pi demi, 4pi sur 6, ce qui fait 2pi sur 3. 1, 2, 3, 4pi sur 6, 5pi sur 6, 1pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6, 30, 60, 90. Donc 30, 1, 2, 3, 4. Là, j'ai pi sur 6. Je dois faire attention pour ne pas me tromper, parce que si je me trompe après... Voilà. Donc j'ai pi sur 6, pour autant que le marqueur fonctionne, parce que c'est vrai qu'ici, je suis un petit peu dans la complication. Pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6 qui fait pi demi. Là, j'ai 4pi sur 6. Et 4pi sur 6, ça fait bien 2pi sur 3. 4. 5pi sur 6. 6pi sur 6. 7pi sur 6. 8pi sur 6. 9pi sur 6. Ouais, ce qui fait 3pi demi. 9. 10pi sur 6. Et 11pi sur 6. Et 12pi sur 6 qui fait 2pi, c'est juste. Voilà. Et puis, je crois que j'ai tout. J'ai tout. Voilà, j'ai tout. Je les ai tous en fait. Ils sont tous là. Voilà. Donc ici, je vais commencer en 0. Et en 0, on a autant t égale 0. J'ai le mobile se trouve ici il se trouve ici. Voilà. Maintenant, si je décompose en pi sur 6, le mobile se trouve ici. Pi sur 6. Voilà. Si maintenant je suis en pi sur 4, t égale pi sur 4, t égale pi sur 4, je suis ici. T égale pi sur 3, on est là. T égale pi demi, on est ici. Donc en fait, on aura ceci. Puis si je continue, je vais avoir une symétrie, vous comprendrez que je vais avoir une symétrie par rapport à 4pi sur 6 qui vaut 2pi sur 3, par rapport à 3pi sur 4, par rapport à 5pi sur 6, et par rapport à pi. Voilà. Donc vous comprendrez qu'ici, là, ce point-là, 5pi sur 6, il est ici, il est symétrique. Ah, si vous voulez,
par rapport à pi demi, bien sûr, il y a une symétrie par rapport à pi 5 pi sur 6 et pi sur 6. Là, on a une symétrie entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. Pi sur 4 et 3 pi sur 4. Là, on a une symétrie entre 4 pi sur 6, qui est 2 pi sur 3, et pi sur 3. Voilà. Et là, le maximum n'a pas de c'est son propre symétrique, qui est lui-même, donc on aura ceci. Voilà. Et alors, le 0 a son symétrique qui est pi. Voilà. Et vous comprendrez que si je continue comme ça, avec les symétriques, voilà, j'aurai la construction d'une sinusoïde. On le voit tout de suite. On va apparaître, je veux dire, sa première alternance. Mais on aura si vous la faites au propre, vous allez voir. Voilà. Et ça, bon, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le vecteur de Fresnel, en fait. Parce que la position du point, je peux mettre un vecteur O qui va prendre, si vous voulez, l'extrémité du vecteur va prendre les positions du mobile. Voilà. L'extrémité du vecteur va prendre les positions du mobile. Donc on a ce qu'on appelle les vecteurs de Fresnel. Alors, on va essayer de faire ça, c'est au niveau dessin. Mais maintenant, au niveau calcul. On va faire au niveau calcul, tout simplement. Je vais refaire un cercle. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. X, Y, l'origine est ici. Voilà. Je prends un point M et un vecteur de Fresnel dont l'extrémité représente la position du point M sur le cercle. Sur la trajectoire circulaire. Bien sûr, le vecteur de Fresnel, son origine est à l'origine de l'axe X et Y. Voilà. Alors, que vaut un point Y? Enfin, si je fais Y, il est ici. Hein, sa projection sur l'axe des Y, il est là. Donc ça, c'est Y. Et là, j'ai OM. Alors là, j'ai un angle alpha. Et on voit tout de suite que ceci, c'est Y. Donc on se retrouve avec ceci. Là, j'ai la norme de OM. Ici. Là, j'ai l'abscisse Y. Et là, j'ai l'angle alpha. Donc j'ai un triangle, si vous voulez, rectangle. Voilà, ici en Y. Enfin, ici. Si j'ai A, B, C, il est rectangle en C. Bon, ce qui veut dire que si je fais... J'ai l'angle ici et le côté opposé à l'angle et l'hypoténuse. Donc, avec ça, l'angle opposé, le côté opposé à l'angle et l'hypoténuse, je peux en trouver le sinus. Sinus alpha, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà. Ce que je peux écrire aussi, bon, OM, sinus alpha, vaut Y. Voilà que vaut Y. Donc, Y vaut OM sinus alpha. Bon, on se rappelle que la vitesse angulaire, elle est constante. Hein. Eh bien, ici, on a déjà l'apparence du sinus. J'ai la fonction sinus. Mais je vais encore la développer, elle n'est pas terminée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'OM? OM, c'est le rayon. C'est le rayon du cercle. C'est le rayon du cercle, mais c'est aussi, si vous voulez, l'amplitude maximale qu'on va aboutir ici. Puisque quand le sinus alpha vaudra 1, parce que la sinus est compris entre moins 1 et 1, voilà, quand le sinus vaudra
1, eh bien, on aura une amplitude max. Mais quand le sinus vaudra moins 1, on aura l'amplitude minimale. Donc, on va bien avoir quelque chose qui va en fonction du temps, étaler en fonction du temps, je veux dire, varier entre plus 1 et moins 1. Donc, on a bien un phénomène vibratoire sinusoïdal. On voit ici. Donc, le rayon, Y égale R sinus alpha, mais le R, c'est ce qu'on appelle l'amplitude maximale, sinus alpha. Et les signes vont dépendre du sinus, hein, parce que l'amplitude, c'est un rayon. Le rayon est toujours maximum, puisque au départ, je vous avais mis ceci, la norme de OM. Or, la norme de OM est toujours strictement positive s'il existe. Et nul si le cercle n'existe pas. Donc, il n'y aurait pas de trajectoire circulaire ici. Voilà. Donc, OM est strictement positif, puisque c'est une norme. Donc, l'amplitude ici, R, OM comme OM vaut R, mais R est aussi positif. Et comme je dis que c'est l'amplitude, ben, l'amplitude est strictement positive. Donc, qu'est-ce qui fera les signes? Mais les signes vont dépendre du sinus de alpha. Donc, on aura une sinusoïde comme ceci. Ouais, mais est-ce qu'on connaît alpha? Ben, on ne connaît pas alpha. On peut le connaître via la vitesse angulaire qui est connue. Parce que on sait bien que pour un mouvement rectiligne, la vitesse c'est pour un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse c'est en mètres par seconde. C'est un espace sur un temps qui est des mètres par seconde. Voilà, c'est la vitesse. Donc l'espace que vaut l'espace en MRU, c'est V fois T. Mais si je me situe en MCU, c'est un peu la même chose. La vitesse que je vais appeler, enfin l'espace que je vais appeler l'espace angulaire alpha, ou θ, c'est comme vous voulez, hein, vous l'appelez alpha, θ, ou peu importe, moi ici je l'appelle alpha. Alpha vaudra la vitesse angulaire fois le temps. Puisqu'ici c'est un angle. Hein. C'est un angle, donc j'ai besoin de d'une vitesse angulaire pour parler d'angle. Donc j'ai besoin de la vitesse angulaire fois le temps pour avoir un angle. Pour avoir l'angle alpha donné, plutôt l'arc en radian. C'est plutôt l'arc en radian. Ceci c'est un arc en radian. C'est la vitesse angulaire fois un temps. Me donne l'arc en radian. Ceci c'est un arc ou un angle en deux. Soit un angle s'il est en degrés ou un arc s'il est en radian. Voilà. Vous pouvez travailler en radian ou en degrés, c'est pas un problème. Donc ici, alpha vaudra oméga t, avec oméga qui est la vitesse angulaire. Donc ce qui me fait dire que ici, bon, y vaudra a sinus oméga t. Or, le oméga, il est connu puisqu'on connaît la période de révolution du phénomène du mouvement circulaire uniforme. Et alors, on sait bien que oméga vaut 2π sur t pour un phénomène, si vous voulez, vibratoire, enfin pour un phénomène, pour un mouvement circulaire uniforme, on sait bien que c'est 2π sur la période de révolution. 2π étant un tour. Hein, c'est la vitesse angulaire définie pour un tour. Donc, en un tour, on a fait 2π. La période de révolution, c'est-à-dire le nombre de secondes pour faire un tour, c'était. Donc, on connaît ça. Mais je vous ai aussi montré que, bon, la période, par définition, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, c'est 2πf. Voilà. Tout ça, ce sont des écritures analogues, mais avec des variables différentes, des variables définies différemment. Par exemple, si je prends la fréquence, c'est le nombre de cycles par période ou le nombre de tours par seconde. Donc, la fréquence, je ne sais pas ce que j'ai raconté, je viens de raconter peut-être une bêtise, mais la fréquence, c'est le nombre de cycles par seconde. Hein, j'espère que j'ai dit ça avant. Et le nombre de cycles par seconde, c'est aussi un cycle, c'est un tour, donc c'est le nombre de tours par seconde. Voilà la fréquence. Mais la période étant définie comme étant le temps nécessaire pour faire un tour. Elle est donnée en secondes, hein, pour faire un tour. Et t, c'est aussi la période de révolution. Voilà. Donc en fait, oméga vaut 2π sur t ou 2π fois la fréquence. Voilà. Donc ici, on a bien le phénomène vibratoire sinusoïdal. Y est égal à sinus oméga t, y égale a sinus oméga t.
Alors, quelle est la différence entre les deux? Mais ici, on n'a pas mis la variable temps. La variable temps n'est pas inscrite ici. Quand j'ai dessiné ceci, c'est un diagramme de position. C'est un diagramme de position vectorielle, tout simplement. Par contre, ça, c'est un diagramme temporel, parce qu'en fait, on étale dans le temps la position. Donc, c'est pas les mêmes diagrammes. Donc, quand on met là, euh, on dispose, si vous voulez, la position dans le temps, mais on a affaire à un mouvement vibratoire sinusoïdal. Mais là, tout simplement, on n'a qu'une position temporelle. On a une position en fonction du temps. Une position en fonction du temps. Par contre, là, on a une position décrite à chaque instant. À chaque instant, j'ai sa position. Quoiqu'ici, à chaque instant, j'ai sa position, mais sur un cercle. Alors que là, si vous voulez, là, j'ai pas l'axe temporel. C'est ça qu'il y a. L'astuce, elle est là. C'est que là, j'ai pas un axe temporel. Alors que là, on a un axe temporel. Alors, ici, il est mis en quoi? Est-ce qu'il a mis en angle ou en temps? Est-ce qu'il est en angle ou en temps? Parce que peut-être, ici, on peut graduer de plusieurs manières possibles, hein. Soit je peux graduer en oméga t directement, ou en temps. En temps. Je peux graduer en oméga t ou en temps. Plutôt, je peux le graduer en temps ou en angle. En angle. Voilà. Alors, on va regarder après ça, comment on peut faire ça. Donc, je rappelle que y est égal à quoi? À sinus oméga t. Bien sûr, ici, j'ai pris une origine de départ qui partait à partir de l'origine des temps. Si je débute à l'origine des temps, mais c'est ce qu'on appelle la phase initiale vaut 0. Voilà, donc j'ai une phase initiale de 0, parce que si j'ai un décalage, il y a un déphasage. Bon, ici, c'est pas le but de voir les déphasages, donc je ne vais pas vous montrer avec les déphasages, donc je vais bannir un petit peu cette notion de phase. Je démarre, la sinusoïde débute en t égale 0. Voilà, en t égale 0. Alors, donc j'ai une phase initiale nulle. Alors, ça, je peux l'écrire comment? Tout d'abord, je vais définir ce qu'est A. C'est ce qu'on appelle l'amplitude l'amplitude maximale. Qu'est-ce que c'est qu'oméga? En fait, quand on a un phénomène vibratoire sinusoïdal, oméga, c'est la période. Je m'excuse, la pulsation. La pulsation. Alors, oméga égale 2pi fois la fréquence, f étant la fréquence. Hein, je vous ai expliqué plusieurs fois que c'était le nombre de cycles par seconde, ou le nombre de tours par seconde. Ou je peux écrire oméga égale 2pi sur t, où t est, pour un mouvement en circulaire uniforme, la période de révolution, mais pour un mouvement vibratoire sinusoïdal, mouvement qui est comme celui-ci ici, mouvement vibratoire sinusoïdal, le t représente la période. Et je rappelle, la période, c'est le temps nécessaire pour faire un tour en MCU. Voilà. Donc, maintenant, d'après ces données-là, je peux écrire que, ayant défini tout ceci, je peux écrire que Y vaut quoi? A sinus oméga. On vient de voir que c'est 2pi fois la fréquence, fois le temps. Mais c'est aussi A sinus 2pi sur t fois t. Voilà. Voilà. Donc ici, si je prends le temps constitué par exemple d'angle, je peux
Je peux. Par exemple, citez-vous, si petit t vous, euh, citez-vous pi sur 4. Le temps vaut pi sur 4. Pi sur 4, c'est un angle. Pi sur 4, c'est un angle. Donc, je vais mettre pi sur 4. Voilà. Alors, la période ici, t, elle vaut 2pi. 2pi sur 2pi, ça fait 1. Donc, il suffit d'aller chercher sinus de pi sur 4. Voilà. Donc, sinus de pi sur 4, il est connu. Hein. Sinus de 45, ce qui fait racine 2 sur 2. Mais vous allez avoir racine 2 sur 2 fois A. Voilà. Et donc là, j'ai mis un temps correspondant à pi sur 4, à un angle. J'ai rentré un angle. J'ai rentré un angle ici. On a la correspondance entre l'angle et le temps ici. On a une correspondance. Dire t égale pi sur 4. Et c'est normal parce que t égale pi sur 4. La vitesse est constante. Elle vaut 2pi sur t.